Allez, on va commencer. Les retardataires rattraperont par la suite. Euh, Rapidement, pour vous présenter le sujet d'aujourd'hui, on a découpé en 4 parties avec 2 premières parties qu'on va plus survoler parce que ce n'est pas forcément le sujet du jour, sur un premier diagnostic sur qu'est-ce qu'il faut analyser pour derrière pouvoir se lancer sur un projet. Plutôt la partie business, modèle de valorisation que vous pouviez avoir et valoriser l'ensemble des éléments qui sont importants. Une deuxième partie sur la partie UX pour venir tester les concepts, voir un petit peu ce qui peut être intéressant à regarder. Ces 2 parties-là qui sont plutôt dans la pré-analyse pour savoir s'il faut se lancer ou pas. Et puis les 2 dernières parties sur lesquelles on passera un peu plus de temps sur le choix des partenaires et des solutions, parce que les environnements e-commerce sont très riches en partenaires et en solutions, et puis ça demande souvent un accompagnement assez global. Et puis la dernière partie qui sera donc la plus importante sur la partie construction du cahier des charges et les éléments qui peuvent être importants à pouvoir mettre, et d'essayer d'avoir un double regard entre ce que vous devez mettre et puis ce que nous, en tant que prestataire, on peut être en attente, et comment est-ce qu'on analyse aussi un cahier des charges qu'on peut être amené à recevoir. Une présentation rapidement de qui on est. Donc, Chooseit, on est une société qui a 22 ans d'existence. On travaille dans tous les domaines d'activité. On n'a pas une spécialisation sur un secteur d'activité. On travaille sur le long terme avec nos clients. On essaie de travailler le plus longtemps possible pour les accompagner dans leurs projets, et on travaille sur à peu près tout type d'activité. On fait à la fois du conseil, on fait aussi donc tout ce qui est stratégie ou cadrage projet, on fait la partie design, bien évidemment, avec tout ce qui est UX et UI, les recherches utilisateurs, tout ce qui peut être présent sur ce genre d'informations. Évidemment, la partie développement, sur lequel on travaille sur plusieurs secteurs d'activité, le CMS, le mobile, des développements d'applications sur mesure, et le e-commerce dont on va parler aujourd'hui. Et puis toute une partie performance sur laquelle on accompagne nos clients aussi sur tous les sujets SEO, SEA et tout ce qui est performance, que ce soit la performance technique ou la performance en termes de pertinence pour les utilisateurs. Les différents types de projets sur lesquels on travaille, on va essayer de passer assez rapidement là-dessus. Donc, on travaille sur des plateformes de marque, plutôt sur la présentation et les sites qui viennent présenter une activité. Des sites lead gen pour pouvoir acquérir de nouveaux clients avec pas forcément une vocation de e-commerce, mais plutôt une vocation de mise en relation. Des plateformes sur mesure sur lesquelles on peut travailler à la fois sur des outillages métiers ou sur des interconnexions, de l'intranet, des choses comme ça. L'extranet aussi, des applications mobiles, donc tout ce qui est applications sur les téléphones. Et puis des solutions e-commerce pour vendre ou en tout cas faire de la mise en relation avec des clients. Donc, on fait une séparation entre e-commerce et e-business. E-commerce, on va jusqu'à l'acte d'achat, et e-business, on propose des produits, mais qui ne sont pas forcément possibles à pouvoir acheter en ligne et sur lesquels après, derrière, il y a besoin soit de faire un devis particulier parce que c'est du produit sur mesure ou ce genre de choses, soit d'aller un peu plus loin sur la partie vente avec le client pour personnaliser son envie d'achat. Alors, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Devic Lacaze, je suis directeur conseil chez Chooseit. Donc, je fais l'accompagnement de nos clients de la partie stratégie, une partie des avant-ventes aussi chez nous sur un certain nombre de dossiers, et puis toute la partie accompagnement technique aussi, parce que j'ai un background technique sur la partie gestion de projet et pilotage technique. Donc, je les accompagne du moment où ils ont une idée jusqu'à la réalisation du projet par la suite, et même l'accompagnement sur la partie performance aussi de nos clients. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce sujet aujourd'hui? Déjà, revenir sur une base du marché e-commerce aujourd'hui. C'est un marché qui est immense. Bon, je suppose que vous voyez tous bien l'intérêt de pouvoir faire du e-commerce, mais c'est un marché qui représente plus de 100 milliards de ventes en 2020, qui est très important aussi bien sur l'acte d'achat que sur la décision pour venir acheter, qui aujourd'hui est beaucoup trusté par des très gros acteurs sur la partie volume, mais sur lequel il y a plus de 200 000 sites marchands qui sont actifs. Donc voilà, même si on entend beaucoup parler d'Amazon quand on parle de e-commerce, dans la réalité, c'est un écosystème qui est beaucoup plus complexe que ça. Et ça représente tout de même 13% du commerce de détail sur la partie e-commerce. Donc voilà. Et puis une dernière statistique qui me paraissait intéressante aussi sur le sujet, c'est près de 50% des ventes qui se font sur mobile. C'est une pratique d'achat qui évolue beaucoup, rapidement, mais on se rend compte que de plus en plus d'utilisateurs sont prêts à faire leur achat rapidement sur un téléphone portable, et ils ne passent pas forcément par une grande phase de réflexion, même si ça influe aussi, et on voit aussi que la présence en ligne peut influencer aussi les achats hors ligne. Ça permet aussi de pouvoir préparer des achats et de s'organiser sur ce genre de choses.
Rapidement aussi, sur la manière dont c'est perçu, parce que le e-commerce, suivant les personnes à qui vous en parlez, il y a une vision qui est assez différente des choses. J'aime bien ces présentations avec ce que pensent les différents types de personnes. Donc, vos amis, ils ont l'impression que si vous faites du e-commerce, c'est la fortune et que vous êtes comme Amazon, donc vous allez gagner énormément d'argent en faisant pas grand-chose et vous pourrez travailler de la plage. Votre mère, si elle vous voit rapidement travailler, elle va avoir l'impression que vous faites de la logistique et que votre boulot, c'est d'envoyer des cartons. Parce que ça fait aussi partie du travail de e-commerçant de pouvoir faire ça. Si vous travaillez dans une entreprise qui fait du e-commerce, votre boss, souvent, il va voir la partie suivi des ventes et KPI. Il va surtout s'intéresser à la partie statistique. Les gens, on va dire globalement, vont se dire que le e-commerce, c'est surtout une manne financière, parce que forcément, on entend beaucoup parler des plus gros acteurs qui font beaucoup de business dessus. Il y a une bonne partie des acteurs qui font du e-commerce qui tournent aussi autour du développement. Donc voilà, on a beaucoup de nos clients qui comprennent bien que un projet de e-commerce, c'est surtout du développement et un produit qui correspond à ça. Et puis dans la réalité, faire du e-commerce, en fait, c'est être multitâche, c'est faire tout ça. C'est faire à la fois de la logistique, c'est faire à la fois du suivi analytique, c'est faire à la fois un peu de développement, et c'est surtout faire beaucoup de services aux clients. Parce que vous êtes à distance par rapport aux clients. Et donc, ils posent des questions, ils ont l'habitude d'avoir du contact direct avec vous. Et donc, bien souvent, c'est répondre à leurs interrogations, être le mieux positionné possible pour avoir de la réassurance. Parce que la première chose qu'on se pose comme question quand on n'achète pas sur un grand site, c'est est-ce qu'on va bien recevoir mon produit? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque derrière? Est-ce que je vais bien avoir un bon service client? Si j'ai un problème avec ma livraison, est-ce que je vais pouvoir les appeler? Donc, voilà, on voit souvent la présence d'un numéro de téléphone, la présence d'un chat ou ce genre de choses qui sont des effets de réassurance sur une plateforme e-commerce qui sont très importants. Pourquoi vous faites un projet e-commerce? Donc là, j'ai repris les différentes parties qu'on va retraiter. Déjà, là, il y a un certain nombre de points qu'il faut traiter. Est-ce que vous en êtes capable? Voilà, parce que c'est de la logistique, c'est de l'approvisionnement, c'est du service après-vente. On a des clients qui travaillent par exemple sur de la grande distribution, des choses comme ça, et qui nous ont dit quand on a voulu passer sur du e-commerce B2C, donc livrer un produit ou plusieurs produits à des clients, ça suppose une logistique différente. C'est pas la même d'envoyer 50 palettes via un gros camion à un client qui achète des produits en masse que de devoir livrer un utilisateur, de devoir potentiellement gérer les envois individuels, ce genre de choses. Gérer l'approvisionnement, parce que je vous souhaite que ça fonctionne bien et que donc il faut que vous ayez un approvisionnement régulier. Et puis gérer toute la partie service après-vente, qui est très importante. Voilà, on vous souhaite aussi d'en avoir le moins possible, que tout se passe bien et que vous n'ayez pas de problème de livraison, pas de problème de casse, ce genre de choses. Mais il y en a toujours. Et donc, c'est nécessaire de garder du contact avec vos utilisateurs et ça permet aussi de tisser du lien et derrière de pouvoir livrer les choses. Un autre point qui est important et qu'on va aborder aussi, c'est est-ce qu'il y a un marché? Qui sont mes concurrents? Voilà, c'est important aussi de pouvoir se dire, voilà, je vais me lancer dans le e-commerce. Qu'est-ce qu'il faut que j'étudie en amont? Voilà, tous les projets de e-commerce ne sont pas forcément porteurs. C'est pas parce qu'en ce moment on en parle beaucoup et que tout le monde se dit que le e-commerce c'est la solution à n'importe quel type de vente que ça peut bien marcher. Il y a des choses qui se vendent plus difficilement que d'autres. Alors j'avais des exemples historiques en disant par exemple vous ne vendriez pas de la nourriture, voilà. Sauf que c'est pas vrai. Maintenant il y a des e-commerce qui vous vendent des produits frais et qui vous les livrent frais aussi. Donc le marché s'étend de plus en plus, donc il y a de moins en moins de choses qui ne s'achètent pas. Voilà, mais il n'empêche qu'il y a quand même des sujets sur lesquels soit vous avez un marché qui est extrêmement concurrentiel et ça peut être difficile de pouvoir se positionner, soit carrément c'est des choses que les utilisateurs n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir venir acheter en ligne. La deuxième partie, c'était plutôt sur la partie UX et expérience utilisateur, c'est comment séduire et rassurer mes futurs utilisateurs. Donc, qu'est-ce que je dois présenter, quels sont les codes du e-commerce et comment ça s'organise. Et puis, si vous êtes dans le cadre d'une refonte, parce que potentiellement vous avez déjà un projet e-commerce, c'est important aussi de voir quels sont les points d'amélioration, quelles sont les statistiques que vous avez déjà, quels sont les retours de vos utilisateurs, les retours de vos métiers aussi sur l'utilisation potentielle, et donc de pouvoir avancer sur finalement qu'est-ce que je pourrais faire de mieux si vous êtes dans le cadre d'une refonte. Ensuite, il y a toute la partie sur les solutions. Vous le verrez, c'est un écosystème qui est très, très vaste. Donc, quelle est la solution technique sur laquelle je peux m'appuyer pour faire ma prestation? Quel partenaire pour m'aider? Vous verrez que la notion de partenaire en e-commerce, elle est extrêmement large parce que vous avez beaucoup de choses à gérer. Et donc, potentiellement, il y a énormément de solutions qui se sont créées autour de ce domaine-là parce que c'est un domaine très porteur aussi. Et puis, la dernière partie sur que mettre dans mon cahier des charges et comment je peux me faire accompagner potentiellement, si c'est nécessaire, sur la réalisation de mon projet. C'est important de valider ces points-là avant,
parce que c'est bête de faire votre cahier des charges si vous vous rendez compte après coup que, il y avait des concurrents qui sont trop présents ou qu'il n'y a pas de marché, ou de sortir carrément votre projet e-commerce et de vous rendre compte après coup que vous n'êtes pas capable de pouvoir gérer la logistique ou que vous n'avez pas de flux d'approvisionnement qui fonctionnera bien. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir des produits à vendre, votre e-commerce va rapidement devenir assez inutile. On commence donc sur la partie business. Je vais essayer de passer rapidement sur les 2 premières parties. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais là, c'était plus une introduction qui me paraissait importante parce que quand on se lance dans un projet et qu'on veut rédiger un cahier des charges, c'est bien d'avoir ces éléments-là en tête, même si souvent ils sont arrivés en amont de l'idée de se dire je vais faire un cahier des charges. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces sujets-là, mais n'hésitez pas si vous voulez des précisions. Le premier sujet, c'est est-ce qu'il y a un marché? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Quels seront vos produits? Qu'est-ce que vous allez apporter comme service? Qu'est-ce que vous apportez comme valeur aussi? En gros, vous dire, est-ce que finalement, j'ai un potentiel de croissance lié à un positionnement e-commerce? Vous avez déjà une boutique, vous vous dites que d'avoir du e-commerce, ça vous permettrait de vendre partout en France. C'est bien. Potentiellement, si vous avez une toute petite boutique et que vous n'avez pas de gestion de stock et que ça commence à bien marcher, vous allez vous retrouver en difficulté sur l'approvisionnement. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut se poser la question. Est-ce que ça peut se vendre facilement sur Internet? C'est toujours l'exemple. On ne vend pas une maison sur Internet. Alors, on disait aussi, on ne vend pas une voiture sur Internet. Et puis, maintenant, on ne le dit plus parce qu'il y a les concessionnaires se sont mis à vendre sur Internet aussi. Alors, on ne peut pas payer avec sa carte bleue, mais on peut quand même vendre une voiture et aller assez loin dans le process d'achat. Des pure players comme Aramis Auto, par exemple, sont un bon exemple de, voilà, ils vont très, très loin dans la vente d'un véhicule. Donc, ça peut avancer. Et on travaille aussi dans le domaine de l'immobilier. Et le domaine de l'immobilier tend aussi à aller de plus en plus loin sur la vente. Pareil, vous n'allez pas sortir votre carte bleue pour acheter un appartement, mais vous pouvez faire la réservation, envoyer l'ensemble des documents et finalement beaucoup dématérialiser le process de vente, qui va peut-être pas jusqu'au paiement, mais qui en tout cas peut aller assez loin. Et voilà, et on le voit même, dans les dernières périodes, on s'est aperçu que les notaires arrivaient à faire des ventes à distance aussi. Donc finalement, une plateforme pourrait suivre l'ensemble d'un projet jusqu'à la vente finale. La différence principale que vous avez par rapport à un business classique, c'est que vous pouvez vendre partout et à tout moment, ce qui fait une vraie différence si vous avez déjà le cas de j'ai une boutique ou une boutique physique. Voilà, c'est important de pouvoir se dire je vais pouvoir vendre un peu partout. Là aussi, définir votre marché. Potentiellement, si vous vendez de la nourriture fraîche, assez locale, c'est peut-être pas les choses à vendre aux États-Unis tout de suite, voilà, parce que vous pourriez aussi vendre partout dans le monde. C'est bien de pouvoir se dire on a un développement qui est par étapes et de se dire je vais d'abord cibler un marché national et pouvoir après me développer par la suite. Qui sont mes concurrents? Ça aussi, c'est très important de pouvoir voir quels sont les concurrents hors ligne et en ligne. Donc, de pouvoir se dire voilà, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils ont déjà en place, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, est-ce que les pratiques d'achat que j'ai identifiées préalablement, elles sont adaptées, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont sur le marché, est-ce qu'ils sont rentables, voilà, bien analyser aussi, est-ce qu'ils fonctionnent bien, parce que s'ils ne sont pas rentables, il faut peut-être se poser la question de savoir si le modèle économique est viable ou pas. Quelle est leur notoriété? Si vous avez des concurrents qui sont déjà hyper connus, c'est pas toujours simple de pouvoir aller vous positionner contre eux. Voilà, si votre concurrent principal c'est Amazon, il faut que vous ayez une proposition de valeur qui soit différente de la leur pour arriver à pouvoir séduire. Et puis qu'est-ce qu'ils font de bien? Aller voir leur site, voir leurs propositions, voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme service complémentaire, parce que ça joue aussi beaucoup. Maintenant, le e-commerce, c'est pas juste de vendre des produits, ça peut être d'apporter un service en plus d'un produit. Donc voilà, et puis ça peut même être de vendre seulement du service, ça se fait aussi de plus en plus. Une inquiétude qu'on a toujours et qu'on essaie de nous de lever avec nos clients quand on travaille sur du cadrage, c'est si vous êtes seul, soit vous êtes les premiers à avoir une super idée et c'est super, soit c'est le contraire. C'est-à-dire que peut-être que ce n'était pas une si bonne idée que ça et que c'est pour ça que personne d'autre l'a fait. Voilà, il y a quand même beaucoup de marchés qui sont déjà développés sur la partie e-commerce. Ce n'est pas parce que vous avez déjà des concurrents que le marché il est bouché. Par contre, voilà, si vous êtes tout seul, il faut faire attention au côté. Je suis sûr d'avoir une bonne idée, mais finalement, elle n'est peut-être pas si bonne que ça. Et c'est peut-être pour ça que personne ne l'avait eu précédemment. Donc, pas hésiter à se poser la question quand même. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on trouve une niche que forcément elle est porteuse. Donc, il faut toujours se poser la question. Une étude web marketing pour aller un peu plus loin. Là, ça peut être bien aussi de pouvoir valider ce genre de choses. Valider l'intérêt que peut avoir des utilisateurs. Donc, regarder s'il y a de la recherche pour ces produits-là, s'il y a du volume sur les recherches Google. Regardez aussi le prix des mots-clés si vous avez besoin de faire du référencement payant. Ça vous donne 2 indicateurs. D'abord, si vous avez besoin de le payer, ça vous donne un idée de budget. Et surtout, plus le prix va être élevé et plus vous pouvez vous dire qu'il y a de la concurrence. Typiquement, voilà, si vous vendez des choses qui sont très porteuses sur Internet, souvent les prix
des mots-clés à l'achat sur les moteurs de recherche vont être très élevés. Et quand vous vous rendez compte que les prix sont très élevés, c'est souvent d'abord qu'il y a beaucoup de concurrence, mais aussi potentiellement qu'il y a beaucoup de rentabilité, parce que on ne paye pas 5 euros, 6 euros, 7 euros, 10 euros le mot-clé, si derrière on ne vend pas des choses qui sont intéressantes et pertinentes. Donc voilà, donc ça peut être un bon indicateur à double tranchant. Attention, il y a de la concurrence, mais s'il y a de la concurrence, c'est aussi parce qu'il y a du business potentiel à faire. Fixer des objectifs atteignables, pas se dire je vais faire 1 milliard de visiteurs ce mois-ci alors que je vends quelque chose d'extrêmement spécifique, par exemple en B2B pour des professionnels qui sont 50 en France. Mais ça peut quand même être intéressant de s'adresser à 50 professionnels en France parce que vous avez aussi la possibilité de pouvoir traiter ces clients-là. Fixer un budget pour les atteindre. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'acheter en termes de ads, de publicité? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'affecter comme temps sur la partie contenu? Quelles sont les optimisations que vous aurez besoin de faire pour derrière être bon sur ces sujets-là? Donc voilà, c'est des sujets qui sont très importants et c'est un peu l'étude de marché digital. Pour se dire, voilà, si demain vous deviez monter une boutique en centre-ville, vous éviteriez de l'installer juste à côté d'un concurrent ou vous auriez besoin d'avoir une proposition de valeur qui soit meilleure. Et bien là, c'est un peu le même principe. Si vous montez un e-commerce, il faut faire attention à ne pas avoir exactement la même proposition de valeur qu'un concurrent qui est déjà bien dans la place. Donc, faire attention à ça et faire attention aussi sur le côté pas assez de volume. Voilà, s'il n'y a personne qui cherche ce que vous voulez vendre aujourd'hui, c'est peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas forcément un marché pour ça. Et donc, ça nécessiterait de créer le marché, ce qui peut être plus compliqué, ou de parier sur un futur développement marché, mais là aussi, c'est plus un pari. Juste un petit outil rapidement, parce que souvent, nos clients trouvent ça intéressant. Un outil comme SEMrush, il en existe d'autres, vous permettent de pouvoir avoir rapidement un positionnement de vos concurrents ou des mots-clés qui peuvent vous intéresser. C'est assez intéressant parce que quand vous trouvez des concurrents, vous pouvez aussi voir sur quels mots-clés est-ce qu'ils se positionnent, donc qu'est-ce que finalement ils vendent et quels sont les mots-clés sur lesquels ça marche bien. Et ça vous permet aussi de voir le coût par clic et donc de pouvoir vous dire finalement il coûte assez cher et de le voir y compris par zone géographique. Donc de vous dire voilà, aux États-Unis ça coûte très cher, en France c'est un peu moins cher, en Suisse ça peut transpositionner et avoir ce genre de choses. Donc c'est intéressant. Et puis vous avez des indicateurs comme la compétition ou le nombre de résultats, le volume de recherche. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'indicateurs sur ce genre d'outils. C'est pas toujours simple à pouvoir manipuler, mais c'est très intéressant quand vous êtes en préparation de projet de pouvoir avoir ce genre d'outillage pour vous aider à voir si le potentiel business que vous avez identifié est pertinent ou pas. La deuxième partie sur les tests UX, donc là, c'est plus voir comment est-ce que votre projet va être perçu par vos futurs utilisateurs. C'est intéressant aussi en amont de pouvoir tester ce genre de sujet, donc de pouvoir se poser ces questions-là. Vous avez déjà votre business model, vous êtes déjà au courant, vous avez votre marché, vous avez bien identifié vos concurrents, vous avez une première stratégie SEO et maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment vous allez pouvoir séduire ces clients-là. Vous savez que vous allez vous positionner sur tel mot-clé, mais finalement, comment est-ce que vous allez être perçu en termes d'utilisation sur ce genre de sujet? Donc là aussi, on aime bien avoir une démarche, proposer une démarche plutôt agile à nos clients, se dire, voilà, j'ai fait mon plan, je vais faire un petit peu de design. Voilà, ça peut être juste de l'ergonomie pour vraiment essayer de voir un petit peu ce que je vais faire. Et ça vous permet aussi à vous de souvent mieux caler l'organisation de votre projet et l'organisation de votre futur business et de se dire, finalement, c'est là-dessus que je vais insister, c'est là-dessus que ça me paraît être le plus pertinent. C'est important aussi de donner envie. Vous êtes tous déjà passés sur des sites e-commerce qui datent d'une dizaine d'années et qui ont l'air soit amateurs, soit plus ou moins cassés, soit plus ou moins pas très engageants. La partie ergonomie et design, ça joue beaucoup. J'aime bien cet exemple avec les gâteaux, parce qu'on a tous envie de manger des gâteaux là. Mais finalement, voilà, la présentation et l'intérêt, si vous étiez rentré dans une boutique qui est très sombre, vous ne voyez pas vraiment ce que vous achetez, et voilà, c'est un peu le même principe sur votre e-commerce. Si vous n'êtes pas rassurant, si vous n'avez pas envie si vous donnez pas envie, clairement, vous allez forcément avoir toute une déperdition au niveau de vos clients potentiels. Et donc, là-dessus, vous avez beaucoup de pertes. C'est bien de commencer à dessiner des interfaces, de les montrer à vos collègues, à vos amis, à votre famille, voilà, de commencer à montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. C'est pas forcément esthétique, donc ça n'a pas ce côté très joli petit gâteau qu'on voit à côté, mais par contre, ça vous permet de voir si qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui va les rassurer. Par exemple, typiquement, vous voulez acheter une voiture, ça va vous rassurer de voir s'il a vraiment une concession physique, si c'est que en ligne. Si vous voulez acheter des produits, vous allez être intéressé de voir s'il y a un numéro de téléphone accessible rapidement pour faire appeler les gens si jamais j'ai un problème. Est-ce que voilà, ils ont des produits connus? Est-ce qu'ils ont des partenariats avec des enseignes reconnues aussi pour se rassurer? Enfin voilà, vous vous lancez par exemple dans le B2C, donc la distribution à des clients finaux. Vous aviez déjà des partenariats, votre produit il est vendu chez Leroy Merlin ou chez Carrefour. C'est bien de pouvoir rassurer en disant voilà, on existe déjà, on a déjà une activité et voilà. Ou au contraire, voilà, on est des petits nouveaux, mais on montre un peu des visages pour rassurer aussi sur la personnalisation des gens et éviter le côté je suis en train d'acheter des produits
dans un pays quelconque où je ne suis pas sûr que ça arrivera un jour. Voilà, on a tous expérimenté ça, de se dire, tiens, c'est pas cher, tiens, ça a l'air intéressant, mais tiens, ça vient de l'autre bout du monde. Si je donne mon numéro de carte bleue, est-ce qu'il ne va pas se retrouver sur un site de pirate ou autre? Donc, ça fait partie des choses qui peuvent rassurer aussi aux utilisateurs. Rester dans les standards. On parle souvent d'originalité et de ce genre de choses quand on crée des projets. Voilà, on a envie de se lancer dans un design un peu particulier, on a envie de se faire un peu des choses qui nous sont très personnelles. Le e-commerce, il y a quand même beaucoup de standards, beaucoup de codes, et il y a des choses qu'il ne faut pas réinventer. Vous avez certainement, comme tous les utilisateurs, l'habitude de retrouver votre panier qui est en haut à droite sur un site e-commerce. Si demain vous le mettez en bas à gauche, vos utilisateurs ils vont le chercher, ils ne le trouveront peut-être pas, et vous allez perdre des ventes à ce niveau-là. Pareil sur l'organisation de la vente, vous avez l'habitude de retrouver votre panier, puis vous rentrez vos détails et vos informations. Vous avez votre paiement qui arrive ensuite par la suite, et derrière, après, vous retrouvez vos informations. Quand vous êtes sur votre panier produit, de manière très classique, vous avez souvent les informations classiques du produit, le total, toutes les informations qui vont bien. Là, je vous ai mis 3 écrans qui sont très standards, mais qui collent quand même assez bien aux choses où vous avez déjà des informations. Donc, quand vous commencez à tester de l'UX, vous ne lancez pas forcément sur ces pages-là, parce que ces pages-là, elles sont très standards, même si ça peut être sympa de montrer à quoi va ressembler une page produit, parce que vous avez mis en avant votre photo, parce que vous avez une description, parce que vous mettez en avant le produit, parce que vous avez des avis clients qui peuvent bien marcher aussi, ce genre de choses. N'empêche que ça va quand même être souvent très similaire et que la réassurance passe plutôt par des pages d'accueil ou des choses comme ça. Donc, essayez plutôt de réfléchir à une page d'accueil qu'à une page produit qui souvent va être plus standard. Vous avez déjà un site, c'est l'occasion de pouvoir tester et voir ce qui marche bien. Alors nous, on s'appuie souvent sur de la donnée pour ça, pas forcément juste sur du ressenti. Pas se dire, mon site, il n'est pas bien parce qu'il est trop bleu ou pas assez rouge ou trop jaune, mais plutôt se dire, voilà, qu'est-ce que vont réellement voir mes utilisateurs. Donc finalement, qu'est-ce qui plaît. Vous avez certainement un outil d'analytique, donc vous pouvez regarder les pages qui sont les plus vues, les sources de données, qu'est-ce qui vous apporte du trafic, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui marche bien, quels sont les produits qui se vendent le mieux. Vous pouvez aussi regarder vos statistiques, tous les KPI pour voir qu'est-ce qui peut être intéressant. Et puis, c'est très intéressant de pouvoir utiliser des outils comme Hotjar, par exemple, sur l'analyse de comportement, et donc de voir un petit peu où est-ce que vos utilisateurs passent le plus, voir ce qui les intéresse le plus, voir où est-ce qu'ils passent du temps. Et donc, ça, c'est aussi intéressant de pouvoir installer ce genre d'outils. Alors, c'est de toute façon intéressant, même si vous ne pourriez pas refaire votre projet. C'est bien de l'avoir pendant la durée de vie. Vous analysez souvent les statistiques. Voilà, la majorité des clients qui font du e-commerce vont suivre leurs KPI, leurs analytiques, mais ne suivent pas forcément le comportement de leurs utilisateurs. Et c'est aussi important de pouvoir se dire, finalement, il y a peut-être toute une partie de mon catalogue produit qui ne sert à rien parce qu'il n'est pas visible. Et peut-être que j'ai besoin de le rendre plus visible. Ou au contraire, il y a toute une partie des contenus que je propose aujourd'hui. Je me donne beaucoup de mal. Je fais des vidéos pour mes produits, mais je me rends compte que personne ne les voit jamais. Peut-être que ça n'intéresse pas et que finalement, vous avez passé beaucoup de temps à faire ça et que ça n'a pas d'utilité. Je ne dis pas que les vidéos sur des produits, ça n'a pas d'utilité. Hein. Enfin, tout ce qui est guide d'utilisation, on le sait, ça marche assez bien. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui finalement est utilisé et utilisable sur votre plateforme. Et donc, des outils d'analyse comportementale comme Hotjar, par exemple, sont vraiment très pertinents. N'allez pas trop loin, vous êtes encore en amont de la réalisation du projet. Ça ne sert à rien de faire toutes les maquettes, ça ne sert à rien de tout tester. Si vous êtes très avancé et que vous avez le temps et l'envie et la volonté, vous pouvez réaliser l'ensemble de l'UX, l'ensemble de l'UI, forcément, voilà. Attention seulement, si derrière, après, vous passez avec un prestataire qui va faire la réalisation, vous allez arriver à le brider un petit peu, parce que si vous avez déjà fait l'ensemble des maquettes, vous avez déjà beaucoup réfléchi au fonctionnel. Et donc, vous allez perdre cette vision de conseil que peuvent avoir les prestataires avec lesquels vous êtes travaillé ou vos équipes. Ça peut être des équipes internes aussi qui peuvent avoir des bonnes idées aussi. Et donc, dès que vous arrivez avec un projet qui est trop ficelé, on en reparlera après sur la partie cahier des charges, potentiellement, vous avez plus il n'y a plus de possibilité de réflexion. Choisir les partenaires et les solutions. Donc, on a essayé de faire un rapide aperçu des solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En gros, on est sur un panel de solutions qui est très, très large. On a identifié un peu plus d'une centaine de solutions pour faire la plateforme e-commerce en elle-même. Donc voilà, vous avez des grands leaders, des acteurs un peu moins connus, des acteurs qui commencent à se développer aussi. On a essayé de les regrouper par grandes thématiques. En gros, vous avez les leaders en France plutôt, dans le monde pour Magento et en France pour PrestaShop, qui sont les deux solutions les plus populaires, qui sont extrêmement répandues, qui sont très développées aussi en termes de fonctionnalités. Vous allez retrouver beaucoup de fonctionnalités sur ces deux solutions. PrestaShop étant un acteur français, il est bien développé en France. Magento est un acteur américain, il est bien développé dans le monde. Donc, c'est des niveaux différents, c'est des solutions très complètes, sur lesquelles vous retrouvez beaucoup de fonctionnels, mais qui quelquefois peuvent être
trop complètes, voilà, ou peuvent apporter des limitations dans votre utilisation. Voilà. On a des clients qui nous disent bah, Magento, il y a peut-être trop de choses finalement. Voilà, c'est un peu trop compliqué à pouvoir mettre en place. Voilà, c'est une trop grosse solution finalement par rapport à ce que vous avez besoin. Et puis PrestaShop peut avoir des aspects sur lesquels, sur des aspects de volumétrie, par exemple, quand vous avez beaucoup de produits, beaucoup de commandes, il y a quelques fois où c'est un peu moins performant. Il peut y avoir des discussions là-dessus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les solutions mixtes, e-commerce et CMS, qui vont être portées par les deux grandes solutions leaders du marché, que sont WordPress et Drupal, qui chacune d'elles ont des briques e-commerce intégrées. Donc, vous permettent à la fois de présenter votre activité sous forme de contenu, donc d'avoir votre site classique qui présente votre société, et une brique e-commerce intégrée, d'avoir un seul site pour présenter votre entreprise ou votre activité et la partie e-commerce. Donc ça, c'est des solutions qui sont souvent assez intéressantes pour le côté tout en un. Voilà, ça c'est assez pratique et c'est assez répandu. Pour donner un ordre d'idée de statistiques très rapidement, WooCommerce, c'est la solution e-commerce la plus répandue dans le monde. Alors attention, c'est aussi parce que c'est une solution très facile à pouvoir intégrer et il y a énormément de toutes petites boutiques qui utilisent cette solution-là. Donc voilà, c'est pas forcément la plus répandue au sens, si vous voulez faire un gros projet e-commerce, c'est forcément celle-là qu'il faut utiliser, mais en tout cas, c'est une solution qui est extrêmement populaire. Ensuite, vous avez toute la partie solution SaaS qui regroupe les solutions qui en fait sont hébergées sur des serveurs, qui vous mettent à disposition un back-office et dans lesquels vous pouvez gérer à peu près la même chose en termes de fonctionnalité que dans toutes les autres solutions que j'ai juste de présenter, mais vous avez rien à vous poser comme question sur la partie gestion de l'outil. En gros, c'est un peu clé en main. Il y a des choses à faire sur la partie front. Il faut forcément pouvoir saisir vos produits. Il y a certainement du développement à faire pour la partie personnalisation. Mais vous êtes une solution qui est plus clé en main, là où sur du Magento et du PrestaShop, il y a quand même beaucoup de développement à pouvoir mettre en place. Pareil sur du WooCommerce ou du Drupal. Là, vous êtes plus sur des solutions clés en main. On a des clients qui vont se lancer sur Shopify et qui vont utiliser un thème et sur lesquels on peut faire des projets qui peuvent se déployer en un mois ou deux. C'est des solutions qui peuvent être assez performantes là-dessus. Attention seulement, on en reparlera après des avantages inconvénients, mais c'est des solutions qui, étant hébergées, vous allez être dépendant d'une solution et d'un partenaire avec lequel vous allez travailler pour ces solutions-là. Et puis après, il y a les challengers avec des solutions un peu plus spécifiques. Donc, par exemple, le signe vert, c'est Silius, qui est une solution qui est plus spécialisée dans un framework e-commerce qui colle bien pour des projets très spécifiques. Quand vous avez des besoins un peu custom sur des développements de projets e-commerce, ça a l'intérêt que ça vous fournit tout un framework de développement, mais ce n'est pas vraiment dans le même principe que les autres qui vous fournissent plutôt un back-office. Il y a aussi un back-office, bien sûr, dans Silius, mais c'est plutôt riche pour le côté personnalisation. Et Eurocommerce, qui a une spécialisation plutôt sur la partie B2B. C'est des solutions que j'ai citées aussi parce qu'elles sont plutôt populaires en France aussi. Rapidement, le modèle économique et qu'est-ce qui se présente sous ces solutions-là. Donc, quand on est sur une solution CMS plus e-commerce, donc WooCommerce ou Drupal, on est sur des solutions open source pour les deux. On est plutôt sur des petites boutiques. Quand vous commencez à avoir des besoins très spécifiques e-commerce, souvent on arrive à des limitations sur ces projets-là. Des chiffres d'affaires qui vont aller jusqu'à 1 million d'euros, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un beau chiffre d'affaires pour un projet qui se lance. On est sur un budget de réalisation qui va tourner entre 40 et 50 000 euros pour un WooCommerce et entre 40 et 100 000 euros pour un Drupal Commerce, parce que souvent, quand on utilise Drupal Commerce, c'est aussi qu'on a des besoins Drupal plus avancés et qu'on a des sites qui sont plus importants. Voilà, si vous êtes sur un besoin e-commerce assez classique et sur un besoin éditorial assez classique aussi, un WooCommerce peut tout à fait faire l'affaire. WooCommerce a l'intérêt d'être aussi sur WordPress. Donc, WooCommerce, c'est une des solutions e-commerce les plus populaires, mais c'est aussi parce que WordPress est un des CMS les plus populaires. Donc, voilà, c'est clairement le leader du marché sur le côté popularité. C'est quand même très intéressant parce que c'est une énorme communauté mondiale et puis il y a l'approche contenu plus commerce qui est quand même intéressant. Sur la partie Drupal Commerce, il y a une capacité d'extension qui est assez intéressante aussi, qui vous permet d'aller un peu plus loin et d'avoir du développement un peu plus customisé sur la partie commerce. C'est bien quand vous vendez du service. On a des clients, par exemple, dans le domaine de l'assurance qui vont vendre de la souscription, des choses comme ça, qui ont besoin de pouvoir intégrer de la signature en ligne, des choses un peu particulières qui ne sont pas forcément classiques e-commerce, on va dire. Donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir ce genre de besoin-là. Les points faibles, c'est que clairement, sur les deux solutions, on est sur des solutions qui ne vont pas forcément être faites pour avoir beaucoup de fonctionnalités e-commerce. Voilà, ça va être beaucoup moins riche qu'un Magento, qu'un PrestaShop ou des solutions plus spécialisées. Là, on est vraiment dans j'ai mon site de contenu et je vais y greffer une brique e-commerce plutôt pour tester le marché et se lancer. Donc voilà, on est plutôt sur le test de l'outil que vraiment sur le fait de pouvoir se lancer sur un pure player e-commerce.
Les solutions B2B, donc on a cité deux grandes solutions qui s'adressent plutôt à des gros business parce qu'on fait rarement du B2B quand on est sur des petites solutions. Donc il y a Eurocommerce d'un côté et Magento qui est une solution B2B aussi. Les deux sont open source. Alors on vous cite principalement des solutions open source. Il en existe des qui ne sont pas open source, mais vu que notre spécialité est l'open source, c'est les solutions qu'on connaît mieux. Donc voilà, il y a des solutions qui ne sont pas open source, qui existent avec des licences et voilà. Mais en tout cas, nous on utilise plutôt ce type de solution-là. C'est tout type de projet B2B. Donc, ça peut être à la fois des extranets pour vendre du produit directement, mais nous, on a des clients qui font du B2B sans paiement parce que les clients ont directement des comptes chez eux et la facturation s'effectue en fin de mois. Il y a des clients qui vont faire du B2D pour avoir des canaux de distribution à leurs distributeurs de produits. Il y a des clients qui vont avoir des tarifications spécifiques, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans le B2B. Vous ne vendez pas forcément au même prix, vous vendez hors taxe, vous avez des packaging qui peuvent être différents aussi parce que vous ne vendez pas forcément en B2C des palettes de produits, là où dans le B2B, vous pouvez avoir ça. Recommander les mêmes paniers. Voilà, c'est des choses, ces fonctionnalités qui arrivent assez fréquemment parce que quand on fait du B2B, souvent on est sur des clients qui recommandent régulièrement les mêmes produits. Donc, ça peut être des fonctionnalités intéressantes à ce niveau-là. On est sur des tickets d'entrée beaucoup plus importants, voilà, parce que souvent, c'est des projets qui sont beaucoup plus custom, sur lesquels on s'intègre à votre système d'information. On va avoir toute la gestion de l'extranet, la gestion des tarifications qui peuvent être très spécifiques, la gestion des catalogues produits. Vous avez potentiellement des catalogues produits aussi assez spécifiques. Donc, c'est des budgets plus importants et c'est des solutions qui nécessitent d'avoir une licence. Donc, voilà, Eurocommerce, on est sur des coûts de licence qui vont de 35 à 100 000 euros par an, voire plus, avec des options complémentaires. Et sur Magento, on est sur des coûts de licence entre 50 et 200 000 euros. Sachant que souvent, sur ces produits-là, vous allez payer en fonction du volume de chiffre d'affaires que vous allez réaliser aussi. Donc, voilà, donc ils ont des paliers de licence qui sont dépendants du type d'activité que vous pouvez avoir. Ça s'adresse quand même plutôt à des très grosses plateformes. Voilà, c'est pas adapté si vous voulez vendre 4 produits par-ci par-là. C'est des solutions qui souvent sont très extensibles, qui sont conçues pour être B2B nativement, donc qui vont présenter toutes les fonctionnalités nécessaires sur les workflows de commande ou ainsi de suite. Le point faible des deux outils, c'est que c'est des outils plus complexes à mettre en place. Voilà, ça nécessite pas mal de choses. Et puis sur Magento, ça nécessite aussi des ressources en hébergement, surtout si vous avez des catalogues différents, parce que ça multiplie le nombre de produits. Et donc, voilà, ça peut être très gourmand en ressources sur la partie Magento, surtout sur du B2B. Les solutions B2C, qui s'adressent à du client final sur de la solution plus classique. On a 4 grandes typologies là qu'on a choisi de présenter. On a PrestaShop, qui est donc une solution plutôt française, plutôt adaptée pour des projets petits moyens. Voilà, sur laquelle vous êtes sur un budget d'initialisation qui va être entre 40 et 80 000 euros, avec quelques modules qui peuvent être payants aussi pour venir faire par exemple du paiement en ligne, ce genre de choses. Très facile d'utilisation, voilà, une solution qui existe depuis longtemps, qui est bien mature et qui vous permet de pouvoir travailler correctement dessus. Les points faibles, c'est que c'est finalement une solution qui n'est pas totalement adaptable. Et voilà, si vous avez des évolutions à faire dessus, ce n'est pas toujours évident. Si vous voulez gérer plusieurs boutiques, par exemple une boutique professionnelle, une boutique particulière ou 2 boutiques particulières pour des cibles différentes, ce n'est pas simple non plus. Et puis, ça nécessite une bonne connaissance de l'outil pour faire correctement la partie SEO, parce que par défaut, ce n'est pas forcément extraordinaire. Donc voilà, et on vous le déconseille si vous avez des gros catalogues, soit parce qu'ils sont complexes en termes de paramétrage produit, soit parce qu'ils sont volumineux, parce que voilà, en termes de gestion de très gros catalogues, c'est pas forcément terrible. Silius, dont je vous parlais, qui est plutôt pour des projets, on va dire, moyens, qui va avoir un ticket d'entrée entre 60 et 200 000 euros. Donc voilà, c'est assez large. Pourquoi? Parce que suivant le développement que vous allez vouloir faire dessus, et vu que c'est une plateforme qui est faite pour faire du développement, forcément, vous allez avoir un budget qui va beaucoup augmenter sur ces sujets-là. Mais c'est aussi parce que souvent, c'est fait pour s'adapter à des situations très particulières, voilà, et assez spécifiques. Une très grande capacité d'évolution. Ils ont énormément travaillé la partie performance aussi, justement pour arriver en concurrence avec des solutions comme Magento, sur lesquelles on reproche de temps en temps la partie performance. Donc, eux, ils ont beaucoup travaillé ces sujets-là pour avoir des performances d'affichage qui soient les meilleures possibles. Et puis, une ergonomie du back-office. Pourquoi? Parce que aussi, il est moins riche que les autres. Et donc, forcément, vu qu'il y a moins de fonctionnalités, on s'y retrouve un peu plus facilement. Donc, voilà, c'est assez pratique à ce sujet-là. C'est par contre un écosystème qui est plus jeune. C'est une solution qui est moins ancienne que Magento, PrestaShop, qui existe maintenant depuis 4 ou 5 ans, qui reste quand même suffisamment développée pour qu'on vous en parle, mais beaucoup moins populaire qu'une solution comme Magento qui compte plusieurs centaines de milliers de clients. Donc voilà. Justement, sur la partie Magento, voilà, c'est une solution alors,
le terme est un peu dur, je trouve, pour de dire que la solution est en stagnation. Elle progresse peu en termes de part de marché, mais elle avait déjà tellement de part de marché que ça reste quand même la solution leader et de loin sur le marché. Ça s'adresse plutôt à des grosses boutiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait évoluer les fonctionnalités et que ça s'adresse plutôt à des gens qui font vraiment du e-commerce et pas forcément qui veulent commencer à vendre sur ces sujets-là. C'est aussi potentiellement des budgets qui sont assez importants suivant les projets que vous voulez faire. Voilà, vous pouvez rapidement être sur des budgets qui vont monter entre 150, 200, 300 et les projets les plus importants en Magento vont aller jusqu'à 500 000 €, voire même 1 million. Voilà, parce que vous pouvez avoir énormément de développement, vu que c'est les solutions leaders du marché, ça s'adresse aussi à des très grosses boutiques, et vous êtes sur des coûts de licence qui, pour la version open source, vont être gratuites, mais qui va être limitées en termes de fonctionnalités, et qui peuvent monter jusqu'à 100 000 € de licence pour les licences un peu les plus chères, voire même plus si vous avez des modules ou des fonctionnalités un peu avancées dessus. Clairement, c'est une solution qui est très très complète. Vous allez retrouver énormément d'extensions, énormément de fonctionnalités. Normalement, ça va couvrir à peu près tous les besoins que vous pourriez avoir en termes de back-office. Voilà, ils s'étendent même sur la partie marketing automation, suivi client, voire même un peu de CRM ou des choses comme ça. Donc, l'outil est de plus en plus important. Clairement, vous avez énormément de possibilités aussi sur du multi-boutique, du multi-langue, du multi-devise. Voilà, tout ça est couvert. C'est bien sûr fait pour faire des très grosses boutiques, donc ça ne pose absolument aucun souci. Et vous pouvez mélanger la partie B2B et B2C parce qu'ils ont une solution spécifique pour ça, mais qui est intégrée à Magento classique. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une boutique pour le grand public et une boutique pour les professionnels dans une même gestion. C'est plus complexe. Le back-office est bien fait, mais vu qu'il y a énormément de fonctionnalités, il n'est pas facile à pouvoir prendre en main. Et il peut y avoir des problèmes de performance qui nécessitent d'avoir un hébergement un peu plus costaud, parce que vu que la solution est très complète, elle demande des ressources un peu avancées. Et puis la dernière solution qu'on présentait, c'était Shopify. Pourquoi? Parce qu'elle est en très forte progression. Voilà, elle n'a pas rattrapé Magento, donc il faut aussi remettre ça en balance, de se dire Magento progresse moins. Et c'est aussi parce qu'ils avaient beaucoup d'avance, mais Shopify progresse énormément. C'est du SaaS, donc c'est du hébergé. C'est une solution que vous allez directement pouvoir accéder par Internet. Vous pouvez faire votre réservation, créer votre boutique, tout ce qui va bien en quelques clics. Ça s'adresse plutôt à des projets moyens, on va dire, parce que quand vous commencez à avancer sur des projets plus complexes, vous allez sûrement partir vers une des 3 autres solutions qui est à côté, même si aujourd'hui, Shopify propose une version aussi plus pour des projets plus avancés, qui fonctionne assez bien et qui permet d'avoir des fonctionnalités complémentaires et un peu plus d'autonomie sur la gestion de votre plateforme. On est sur un setup, j'ai mis de 30 à 100 000 €, mais on a des clients qui font des setups à 10 000 €. Parce que si vous utilisez un thème existant et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'interconnexion avec votre système d'information, ça peut être très rapide de pouvoir mettre en place. Ensuite, il y a des coûts de licence, forcément, vu que c'est une solution SaaS, à mettre en balance avec le fait qu'il n'y a pas d'hébergement. Donc voilà, finalement, avoir des coûts de licence de 360 à 3 600 € par an, ça ne représente pas forcément un investissement beaucoup plus grand que d'avoir de l'hébergement. Je vous dis tout de suite, si vous voulez faire du Magento, vous en aurez pour beaucoup plus cher que 3 600 € d'hébergement par an. Et ils prennent aussi un pourcentage sur les ventes, donc sur le chiffre d'affaires, parce que c'est une solution SaaS. Donc, ils vont venir prendre entre 0,5 et 2% des transactions. En gros, ils prennent 0,5% quand vous prenez la licence à 3 600 et 2% quand vous prenez la licence à 360. Donc, moins vous payez de coûts de licence, et plus vous prenez des coûts de transaction. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez tout à fait passer d'une licence à une autre qui apporte des fonctionnalités supplémentaires sans avoir besoin de refaire la plateforme. Vu que c'est du SaaS, voilà, vous faites 2 clics dans une interface et vous changez de modèle de fonctionnement. Ça vous permet aussi de faire progresser votre boutique au fur et à mesure et donc de payer peu d'abonnements au début et peut-être un peu plus de frais sur les transactions. Et puis, si votre business marche mieux, de pouvoir évoluer là-dessus. Le souci, c'est qu'une fois que vous avez commencé dans Shopify, vu que c'est un outil SaaS, ce n'est pas toujours évident de pouvoir migrer vers une solution que vous souhaiteriez vous-même pouvoir gérer. De pouvoir récupérer vos produits, vos commandes, vos clients. Il y a des solutions d'export qui existent, mais voilà, ça demande du travail pour venir les réimporter dans une autre solution, donc ce n'est pas toujours évident. Par contre, c'est très facile à pouvoir mettre en place. Je vous dis, ça peut être quelques clics dans une interface. Vous allez sur le site de Shopify, vous créez votre boutique et hop, vous avez déjà la boutique qui est prête. Il y a quand même pas mal de thèmes qui sont disponibles pour votre interface, donc pour la partie front. Donc là aussi, ça peut permettre de faire un POC un peu plus rapide sur ces sujets-là. L'inconvénient, la capacité technique du modèle. Voilà, vu que vous êtes sur du SaaS, vous n'avez pas la main sur tout. Donc, dès que vous allez vouloir rentrer dans du trop custom, ça ne va pas être possible parce que voilà, c'est une solution qui est clé en main. Donc, vous avez besoin d'aller vers ça. J'identifie quand même que c'est une solution qui est adaptable et paramétrable, à la différence, par exemple, d'une solution comme Wix, que vous connaissez peut-être, qui, elle, permet de faire gérer de la boutique en 3 clics, mais sur lesquels vous n'avez pas la main sur les interfaces, vous n'avez pas la main sur les configurations. Là, on est vraiment sur la boutique plutôt pour des particuliers et pas forcément pour des professionnels. Les partenaires,
Alors voilà, l'image qui était faite exprès, vous n'arrivez sûrement pas tout à lire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'était fait exprès pour que ce soit assez illisible. C'était pour vous dire juste qu'il y a des tonnes de solutions qui existent. Vous voyez en bas à gauche, il y a toutes les solutions e-commerce. Donc, je ne vous ai pas parlé de Hybris, je ne vous ai pas parlé de Salesforce Commerce Cloud, je ne vous ai pas parlé de Commerce Tools, je ne vous ai pas parlé de Shopware, voilà, ainsi de suite. Et il en existe des dizaines de plus. Vous voyez aussi que les solutions SaaS, comme Shopify, il en existe énormément. Vous voyez par exemple que WooCommerce existe aussi en SaaS. Vous pouvez choisir de l'avoir en SaaS ou installé. Il existe beaucoup de solutions aussi. Donc, toute la partie de gauche, c'est que des solutions techniques. Et puis après, vous voyez qu'il existe tout un panel de solutions. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des choses pour les avis clients, il y a des choses pour la fidélité, la fidélisation des utilisateurs, il y a des choses pour gérer du catalogue produit, du PIM, il y a des choses pour gérer du paiement, des choses pour gérer de la facturation récurrente, de l'abonnement, de la satisfaction client, de l'avis, de l'avis sur les boutiques, du référencement, des plateformes marketplace, enfin plein de sujets. Vous voyez que l'écosystème il est extrêmement riche et l'écosystème e-commerce est extrêmement riche. Donc ça peut être bien de pouvoir vous dire dès le départ, finalement, je vais avoir besoin de choisir une solution de paiement, parce que c'est obligatoire. Est-ce que je veux faire de l'avis client? Si oui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Est-ce que j'ai besoin d'un PIM pour faire la gestion de mes contenus produits? En plus de juste la solution e-commerce, donc là-dessus aussi, c'est pas toujours simple de pouvoir s'y retrouver. On a essayé de faire une petite sélection. Donc voilà, on est revenu sur un modèle un peu plus restreint sur lequel, en gros, on a réduit sur choisissez votre plateforme, donc à gauche, choisissez votre solution de PIM si vous en avez besoin pour gérer vos produits. Donc, PIM, c'est Product Information Management. Vous voyez si vous voulez vous positionner sur des marketplaces. Est-ce que vous voulez aller vendre aussi à la Fnac, aussi sur Amazon, aussi sur eBay? Ça peut être des sources de revenus complémentaires intéressantes. La partie logistique, parce que vous aurez forcément besoin d'envoyer vos produits, donc voir si vous allez travailler avec La Poste, avec UPS, avec Chronopost, avec FedEx ou autre. Le paiement, il faut bien avoir un prestataire de paiement. SIPS, qui est celui que vous connaissez certainement pas, en fait, c'est celui de votre banque. C'est Atos qui gère les paiements avec toutes les banques. Donc, si vous choisissez la solution du Crédit Agricole, de la Banque Populaire, de la Société Générale ou autre, c'est SIPS qui fonctionne derrière. Et sinon, vous avez des solutions en ligne comme Google Pay, PayPal, Stripe, Molly, qui sont des solutions de paiement déjà intégrées qui vont permettre après de vous connecter avec votre compte aussi. Et puis en bas, j'ai fait une grosse patate qui regroupe plein de choses qui n'ont absolument rien à voir, qui sont tous les aspects marketing de votre projet. Vous pouvez avoir besoin d'un CRM, vous pouvez avoir besoin de faire des ads pour venir faire du référencement. Vous avez besoin de suivre votre référencement aussi, SEO. Vous voulez faire de l'A/B testing, vous avez besoin d'avoir une solution d'avis client, donc Trusted Shop pour l'avis sur la boutique, Trustpilot pour l'avis sur les clients, ou Avis Vérifié qui existe en France aussi. Voilà. Vous avez besoin de communiquer avec vos clients, eAdvice qui fait du chat, du support et ce genre de choses. Vous avez besoin de faire de la pub, genre TradeDoubler ou e-affiliation qui gère de la publicité pour vous. Vous avez besoin de voir aussi au niveau concurrence, utiliser Price Comparator par exemple pour faire comparer avec les prix de vos concurrents pour vous positionner à un bon prix de marché. HubSpot pour faire de la marketing automation. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est plein d'outils qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble et qui derrière représentent quand même un certain nombre d'intérêts. Et vous verrez que plus vous avancez dans l'e-commerce et plus vous allez vous entourer de partenaires et de solutions parce que c'est des choses qui viennent apporter de la valeur à vos projets. Donc, au départ, vous n'utiliserez certainement pas tout ça. Mais si votre projet fonctionne bien, vous allez avoir un écosystème qui va être de plus en plus dense et sur lequel vous avez souvent besoin d'être accompagné pour faire des bons choix. Parce que voilà, si je reviens à la slide d'avant, là, il y en a beaucoup et encore que c'est encore une sélection. Parce que là, pour tout vous dire, c'est juste le top 100 des solutions qui a été choisi sur un site que j'avais trouvé. Là, c'est une petite sélection qu'on avait fait. Et après, vous allez me dire si on se lance. Si vous vous lancez, on va dire qu'on va prendre juste les leaders. Donc, il faut toujours que vous choisissiez votre plateforme. Là, j'ai laissé les mêmes parce que ça dépend un peu de votre besoin. Sur la partie PIM, clairement, le leader, c'est Akeneo, le petit logo que vous voyez ici. Sur la partie Marketplace, le leader, c'est Amazon, alors qui n'est pas toujours aimé et apprécié de tous, mais en tout cas, c'est le leader. Sur la partie logistique, le plus simple, c'est la Poste. Voilà, si vous faites peu d'envois et que vous n'avez pas forcément des besoins de fou et que vous n'avez pas des colis hors normes, c'est quand même très simple. Sur le paiement, vous allez soit travailler avec votre banque, soit travailler avec Stripe, qui sont les deux leaders à peu près sur ce domaine-là. Il y en a d'autres, vous pouvez avoir des Paybox, des choses comme ça. Voilà. Et sur la partie marketing, le minimum, on va dire, c'est si vous voulez faire des pubs, d'avoir un peu de Google Ads, d'avoir potentiellement de la marketing automation et du CRM dans Salesforce, HubSpot. Peut-être un peu de publicité aussi sur TradeDoubler si c'est utile, et puis SEMrush pour la partie suivie de votre référencement et concurrence. Donc voilà, ça c'est les outils qui sont, on va dire, les leaders ou les plus importants à pouvoir garder. J'ai essayé de faire de plus petit en plus petit, même si toutes les solutions qui sont sur la première slide ont un intérêt. Donc voilà, c'est pas forcément que c'était pas pertinent. La partie rédaction de cahier des charges, donc la partie centrale.
il y a des parties qui sont indispensables que vous voyez forcément. Voilà, la présentation de votre entreprise, la présentation du projet, les contraintes techniques, les partenaires. Voilà, si vous avez déjà défini un certain nombre de choses, les informations administratives, les informations de contact, les attendus en termes de réponse. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'un prestataire? Est-ce que vous voulez des maquettes? Est-ce qu'il y a une procédure particulière à pouvoir suivre? Est-ce que ça se fait en plusieurs étapes? Et puis un ordre d'idée de planning, voire de budget pour ceux qui veulent bien le communiquer. Donc ça, c'est en gros le minimum de ce que vous avez dans votre cahier des charges. Et là, vous n'avez pas commencé à parler réellement de votre besoin. On est juste sur le cadre, on va dire, pour que n'importe qui le lise puisse comprendre de quoi ça parle, on va dire, en tout cas de manière générale. J'ai fait l'exercice de se dire qu'est-ce que nous on regarde en premier quand on est un prestataire. Les 3 premières choses que moi je vais regarder quand je vais ouvrir un cahier des charges, c'est les contraintes techniques pour voir si on peut y répondre. Est-ce que c'est des choses qu'on sait faire? Voilà, parce que si potentiellement vous voulez faire votre projet, par exemple, avec Ibris ou Salesforce Commerce Cloud, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc voilà, si vous avez déjà choisi la solution, bon bah voilà, c'est déjà fini. Les attendus en termes de réponse, est-ce qu'on va être en mesure par rapport à ce que vous attendez de pouvoir vous fournir des maquettes? Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir coller avec le formalisme que vous attendez? Voilà, il y a des typologies de clients sur lesquels on se rend compte que finalement on n'est pas capable de pouvoir faire ce qu'ils attendent, soit dans le délai qu'ils veulent, soit correctement par rapport à ce qu'eux ils attendent en termes de formalisme. Et puis bien sûr, le planning et le budget pour voir si on pourra réaliser le projet. Si vous ne voulez pas votre e-commerce pour la semaine prochaine, parce que ça, c'est pas possible. En tout cas, chez nous, c'est pas possible. Et puis un ordre d'idée de budget, forcément, parce qu'on veut savoir si ça rentre avec les pratiques qu'on a de manière assez commune. Donc ça, c'était plus pour vous donner un ordre d'idée de ce que nous, on regarde sur tous ces éléments-là en premier. On lit bien sûr tout le reste, mais c'est les premiers éléments qu'on regarde pour en gros se dire ça vaut le coup qu'on lise le reste ou pas. Quel détail pour le contenu? Donc là, je vous ai dit qu'est-ce qui est indispensable, mais on n'a pas commencé à parler du contenu. En gros, les 2 extrêmes, c'est j'arrive avec une idée, je passe un coup de fil, j'ai pris 3 notes dans un email, et puis je vous dis voilà, je voudrais bien faire un projet e-commerce pour vendre des voitures. Et puis le brief s'arrête là. Donc finalement, c'est à nous de réfléchir à tout ce dont vous aurez besoin. Et puis l'inverse de ça, c'est un client qui a plus l'habitude, en tout cas beaucoup réfléchi à son projet. Et c'est dit, plus je le détaille, mieux c'est. Donc il va nous livrer 600 pages de spécifications. On se retrouve avec des pavés immenses à lire. Le juste milieu est pas mal. Voilà, ça peut valoir le coup de se dire que 3 lignes, c'est un peu court pour identifier un projet. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas forcément en phase projet, on est plutôt en phase stratégique. C'est des choses qu'on fait aussi. Nous, on peut vous accompagner sur la réflexion autour de votre projet et voir ce qu'il faudrait mettre dedans, voire même s'il faut le faire comme ça ou pas. Et à l'inverse, quand vous livrez 600 pages de spécifications, il ne faut pas attendre de conseils de la part du prestataire, parce que clairement, vous aurez déjà tout défini. Et donc, on sera là juste pour de l'exécution. Ce n'est pas forcément les projets les plus passionnants, même si ça peut se réaliser aussi. Mais s'il y a des choses qui bougent dans ces pages-là, il faut aussi se dire que nous, on va aussi s'y référer. Et donc, ça donne une très grande rigidité dans la réalisation. Voilà, ça peut être pratique aussi, mais il faut s'en méfier. Qu'est-ce qui vaut le coup de décrire? Ça vaut le coup de ne pas forcément rentrer trop dans le détail, laisser la liberté au prestataire, donc de pouvoir décrire quand même le besoin, de partir des objectifs. Vous pouvez commencer à proposer des solutions, voilà, de pouvoir dire moi je le verrais bien comme ça, j'aimerais bien que ce soit plutôt comme ça. Si vous avez des maquettes, c'est bien, mais précisez aussi si les maquettes elles sont définitives ou indicatives, parce qu'il y a quelques fois vous avez déjà réfléchi en amont aux maquettes et c'est définitif et c'est comme ça que ça va se caler et tout est déjà défini, ou elles sont juste là pour donner un ordre d'idée, ce qu'on voyait sur la partie tester l'UX, vous avez peut-être commencé à faire quelques wireframes ou quelques maquettes. Le but, c'est pas de brider le prestataire, c'est plus de dire voilà, on l'a testé, ça marchait plutôt bien comme ça et on est intéressé à ce niveau-là. Et puis donner des détails sur ce qui est stratégique. Pas hésiter à vraiment bien détailler les parties qui sont les plus stratégiques, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, quels sont les éléments de réassurance que vous avez déjà réfléchi. En gros, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un projet classique, standard. Ne passez pas forcément 10 pages à venir expliquer que vous allez demander un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone et des coordonnées postales à un client avant qu'il passe une commande, parce qu'on se doute bien que si vous voulez lui envoyer, il va falloir que vous ayez ces infos-là. Donc, ce n'est pas forcément la peine de rentrer dans le détail de ça. Par contre, qu'est-ce que vous voulez mettre avant dans une fiche produit? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce qui va donner de la valeur à votre projet? Ou ce qui est le plus compliqué? Ça peut être bien aussi. C'est important aussi de pouvoir valider sur la partie partenaire, solutions et techniques, qu'est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce qui est définitif. Voilà, est-ce que vous savez déjà que vous voulez travailler avec Magento? Est-ce que vous avez déjà choisi que sur la solution de paiement, vous voulez Stripe? Voilà, ça c'est voilà, si les décisions sont déjà prises, voilà.
Et si ce n'est pas définitif ou s'il y a un choix, laissez la liberté à pouvoir se dire je veux travailler avec une solution open source ou j'hésite entre Magento et PrestaShop, proposez-moi le meilleur ou faites-moi un comparatif. Voilà, le prestataire peut aussi faire ça. Et c'est important aussi de pouvoir leur dire moi, ça ne m'intéresse pas la partie technique, ce n'est pas mon boulot à moi, c'est le vôtre. Moi, ce que je veux, c'est une plateforme qui marche bien et de laisser totale liberté aux prestataires. Ça arrive souvent aussi. Hein. Enfin, voilà, vous n'êtes pas forcément là pour choisir une plateforme technique. C'est notre métier à nous, ce n'est pas forcément le vôtre, mais on peut vous expliquer en tout cas qu'est-ce qu'on choisit. Et puis bien préciser si vous avez des contraintes techniques, de l'hébergement, des contraintes DSI, des contraintes de la connexion avec votre catalogue produit, avec votre CRM ou autre. Voilà, ça c'est très important parce que ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra travailler de manière un peu spécifique sur le projet. C'est important aussi de pouvoir définir comment vous voulez que ça se déroule. Est-ce que vous avez déjà une idée de méthodologie projet? Est-ce que vous voulez plutôt que ça se déroule en agilité? Est-ce que vous voulez plutôt que ça se déroule en cycle en V? Si vous voulez faire de l'agilité, est-ce que vous voulez plutôt travailler avec un rétro-planning? Est-ce que vous savez déjà vers où est-ce que vous voulez aller? Quelles sont vos disponibilités? C'est bien de pouvoir aussi avancer et commencer à donner des indications sur vos attentes en termes de méthodologie. Voilà, pouvoir savoir vers où est-ce qu'on se lance, qu'est-ce qui pourrait vous convenir et voir le niveau de liberté qui peut y avoir au niveau de l'organisation. Donc voilà, ça fait partie des sujets qui peuvent être pertinents à pouvoir avoir et aussi de pouvoir rentrer dans le détail de quels sont les détails de spécifications que vous allez attendre vous, quelle est la comitologie que vous aimeriez bien avoir et comment vous voulez découper en termes de planification. C'est important aussi de réfléchir en amont à l'évaluation, de voir comment vous allez pouvoir évaluer les différents prestataires qui vont répondre. Est-ce que vous acceptez de pouvoir communiquer avec eux? Des fois, sur les appels d'offres publics, ce n'est pas toujours possible. Donc voilà, ça peut être pertinent de voir si vous acceptez une communication avec eux. C'est mieux, voilà, clairement, si vous voulez que la réponse soit la plus pertinente possible, c'est mieux de communiquer en amont avec votre prestataire, ce n'est pas toujours possible, mais en gros, plus vous allez nous donner d'indications sur ce que vous voulez, et plus il y a de chances qu'on réponde bien correctement, moins vous allez nous dire ce qu'il faut faire, et puis il y a de chances qu'on se trompe. Donc voilà, donc c'est quand même bien de pouvoir avoir des choses comme ça. Si vous prévoyez des échanges en plus, potentiellement, si vous avez un prestataire A qui vous dit ce serait peut-être bien de faire comme ça, vous pouvez aussi changer la manière dont vous allez mener la consultation et prévenir tous les prestataires de dire finalement, voilà, on a été convaincu, un des prestataires m'a présenté Silius, je trouve que la solution elle est hyper intéressante et finalement, vous n'avez plus le choix de la solution. Maintenant, il faut répondre en Silius. C'est un peu dur pour ceux qui ne pourraient pas répondre avec cette solution-là, mais ça peut être, voilà, on a un prestataire qui nous a proposé de mettre de la vidéo sur nos fiches produits, on trouve ça vachement bien, on veut changer la consultation et rajouter ça. Donc, ça peut aussi enrichir votre consultation d'avoir des échanges. Donc, c'est bien. Et puis, évidemment, vous commencez à évaluer la relation que vous avez avec eux. Et plus vous allez vous être proche des prestataires avec lesquels vous allez travailler en avant-vente, et plus vous allez vous rendre compte de si c'est agréable de travailler avec eux, s'ils sont force de proposition, s'ils sont présents, si ça fonctionne bien. Donc, ça vous prend du temps, ça vous nécessite de la mobilisation, surtout que en avant-vente, vous avez potentiellement encore 2, 3, 4, 5, 10 prestataires. Et si je vous dis que s'il faut y passer un atelier par semaine avec chacun d'eux, ça risque de représenter beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais au moins, quand vous allez arriver en phase de shortlist, vous aurez moins de prestataires, ça peut valoir le coup de pouvoir se dire je passe plus de temps à discuter avec eux et je prévois une phase où j'ai plus d'échanges aussi pour avoir une meilleure qualité sur la partie réponse qui va être apportée. C'est important aussi dans l'évaluation de pouvoir réfléchir en amont de la réalisation du cahier des charges à comment est-ce que vous allez évaluer les réponses. En gros, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce qui finalement est le plus important. Est-ce que je vais les juger sur les maquettes qu'ils vont proposer? Est-ce que je vais les juger sur leur capacité technique? Est-ce que je vais les juger sur la méthodologie? Est-ce que je vais les juger sur… Il y a plein de sujets qui peuvent rentrer en compte. Pourquoi c'est bien de le réfléchir en amont? D'abord parce que vous allez avoir des critères qui sont certainement mieux réfléchis, plus justes, moins subjectifs. Ça donne moins l'impression de lui, il était vachement sympa, je l'ai vu à l'oral et il était plutôt cool. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on travaillerait plus avec lui qu'avec un autre? Donc d'avoir des critères qui sont plus objectifs et puis que tous les évaluateurs aient la même grille. Voilà, ça évite que le DSI juge sur la partie technique, le directeur de la communication sur les aspects communication, marketing et votre patron sur le budget. Et au final, vous n'allez pas forcément tomber d'accord sur le choix du prestataire parce que chacun a des critères différents. Donc, c'est bien d'avoir une grille sur laquelle on prend en compte un peu les critères de tout le monde et que chaque personne qui participe à l'évaluation puisse faire ça. Ça vous permet aussi, dans le cahier des charges, de pouvoir valoriser ce qui est le plus important. Si vous savez que vous allez valoriser beaucoup les maquettes, par exemple, il faut insister sur le fait que vous allez valoriser ça pour que le prestataire le comprenne bien et se dise pas je vais les faire vite fait. Le plus important, c'est de répondre super bien techniquement. Et en fait, vous, la technique, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. Ou vous allez juger la méthodologie et le prestataire fait une slide pour dire que oui, tout va bien se passer, qu'il ne vous explique pas plus en détail et vous avez du mal à pouvoir le juger. Donc voilà, les critères sur lesquels vous savez que vous allez insister sur la notation, c'est important aussi que vous insistiez dans le cahier des charges pour que le prestataire comprenne bien
qu'il va pouvoir avoir ce genre d'évaluation. Ça joue aussi, nous on a des cahiers des charges qui arrivent des fois avec les grilles de notation pour nous dire directement sur quoi est-ce qu'on va être évalué, et ça nous permet aussi de mieux savoir sur quoi est-ce qu'il faut répondre. Attention, ça provoque aussi des fois un effet complémentaire qui est de se dire on ne répond plus qu'à la grille de notation et pas forcément à l'ensemble du projet. Donc c'est bien de laisser quand même un peu de place au subjectif, voilà, et de ne pas forcément avoir que des critères objectifs, parce que quelquefois, vous avez un prestataire qui va arriver deuxième sur la notation technique, on va dire, voilà, de la grille de notation que vous aviez prévue, mais vous avez plus envie de bosser avec celui-là parce que ça s'est mieux passé, vous aviez un meilleur feeling, et donc d'avoir une petite place quand même au subjectif pour se dire, voilà, il y a quand même une partie qui va être jugée sur l'oral, sur la relation qu'il peut y avoir avec eux, ce genre de choses, qui vous permettent de pouvoir favoriser un petit peu un prestataire plutôt qu'un autre parce que vous avez un meilleur feeling avec celui-là. L'accompagnement, on a beaucoup de nos clients qui nous demandent de l'accompagnement sur cette phase-là. Pourquoi ? Parce que rédiger un cahier des charges, c'est un métier, vous n'en rédigez pas forcément souvent. Ce n'est pas forcément votre métier à temps plein. Voilà. Alors voilà, ça peut être bien de trouver un prestataire qui est spécialisé là-dedans, que ce soit le futur prestataire qui va réaliser le projet ou pas. Voilà, c'est des manières différentes de voir les choses. Mais si vous prenez un prestataire qui fait de l'AMOA, par exemple, c'est bien parce que il a l'habitude, il peut vous accompagner. Il va maîtriser le domaine d'activité potentiellement, ce n'est pas indispensable, mais ça peut être bien aussi. S'il connaît votre domaine d'activité, il peut vous aider dans ce sujet-là. Et puis, il va vous faire un cahier des charges qui est mieux ficelé souvent parce qu'il a plus l'habitude. Il peut même vous aider sur la partie consultation et donc se dire il participe aussi à l'évaluation des prestataires. Il peut aussi, parce qu'il connaît bien les prestataires, appuyer sur les sujets qui sont plus difficiles ou sur lesquels il sent qu'il y a des freins ou des choses comme ça. C'est intéressant de pouvoir avoir ce genre de choses, et on a même beaucoup de clients qui, à la suite d'une mission de cadrage ou de mise en place comme ça d'AMOA, nous demandent aussi de faire le suivi pendant la réalisation. Voilà, alors ça suppose forcément qu'on ne peut pas faire la réalisation. Vous voyez, on a les deux casquettes. On peut faire à la fois la réalisation et être côté prestataire, et puis on peut aussi être du côté conseil et AMOA. Donc voilà. Mais on a des clients qui nous demandent après de faire la suite parce que voilà, on a une bonne maîtrise de comment ça doit se réaliser aussi. Donc ça peut être intéressant. Ce qui est très important en amont, c'est de bien valider le contour de la mission, de bien savoir quelles sont ses responsabilités. Il y a des missions sur lesquelles on demande carrément de choisir. On nous demande d'aller jusqu'au choix du prestataire en disant voilà lequel va être le bon. Et finalement, on porte vraiment les enjeux du client. Il y a des missions sur lesquelles on va juste être en conseil, en accompagnement pour venir interroger et venir faire préciser les choses pour avoir une vision la plus précise et intéressante. Mais voilà, en tout cas, c'est l'objectif de pouvoir avancer un peu sur ces sujets-là et de pouvoir accompagner là-dessus. C'est important parce que souvent, vous n'avez pas forcément bien le temps de gérer cette phase-là. Et dites-vous que pendant cette phase de réalisation du cahier des charges, puis de sélection du prestataire, c'est souvent là où se décide la bonne réalisation de votre projet. Et quelquefois, voilà, vous regrettez de vous dire j'ai pas eu suffisamment de temps, j'avais pas suffisamment de compétences, pas suffisamment de multicasquettes sur le pilotage, et j'ai pas forcément fait le bon choix. Donc voilà, et une fois que vous avez choisi que la réalisation se lance, potentiellement c'est beaucoup plus dur de pouvoir changer. Donc, ça peut être bien de pouvoir être bien accompagné sur ces sujets-là. En conclusion, sur les différentes parties, donc la partie business model, la partie test pour vérifier que l'idée est bonne, les choix techniques sur à la fois les solutions et les prestataires et la réalisation du cahier des charges, il y a un certain nombre de points qui sont importants pour valider. Bien être sûr de son business model avant de se lancer, faire valider vos idées, choisir la solution la plus adaptée à votre besoin, s'entourer de partenaires. Il ne s'agit pas de redévelopper ni le paiement ni la logistique. Ne pas trop détailler votre cahier des charges. On l'a vu, voilà, plus vous mettez de détails dans le cahier des charges, et plus vous allez brider le conseil et la place que vous allez donner au prestataire. Et puis en plus, ça vous demandera moins de travail d'avoir besoin de rentrer beaucoup dans le détail, donc c'est pas forcément toujours pertinent. Prévoir des échanges avec les prestataires, plus ça va être froid et moins vous allez être en mesure de pouvoir vraiment valider si la future collaboration va bien se passer. Et puis avoir une grille de notation qui est juste et objective, même si laisser une petite place subjective, c'est pas mal. Je suis un petit peu en retard, on avait prévu 15 minutes de questions et on arrive quasiment à la fin, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on va y répondre. N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette dernière partie, sur la partie rédaction de cahier des charges, sur la partie consultation, sur la partie choix des solutions. N'hésitez pas à poser vos questions. On peut prendre 2-3 minutes de plus sur le timing sans aucun souci. Bon, j'espère que si vous n'avez pas de questions, c'est parce qu'on a été suffisamment clair et pas parce que vous n'avez rien compris. Je vous laisse encore
quelques minutes si jamais il y avait des questions, si jamais vous posiez des interrogations. Le support sera téléchargeable, vous pourrez le récupérer, ainsi que le replay si jamais vous avez envie de pouvoir revoir les différents éléments. Et dans le support, vous avez mon contact, qui, je suppose, est ici. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un email ou prendre contact avec moi. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet. Je suis toujours preneur aussi de retour sur la présentation en elle-même. Voir si ça vous a intéressé, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on creuse plus. On rédige aussi régulièrement des articles et on s'inspire aussi souvent des retours qui peuvent être faits dans les webinaires pour se dire il y a un sujet en particulier qui plaît bien ou qui intéresse ou sur lequel qui pose beaucoup de questions et sur lequel nous, on va venir creuser dans un article spécifique. Donc, si vous voulez nous faire des retours à la fois sur le fond, la forme ou le complément qu'on pourrait y apporter, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous demander un peu plus d'informations. Si on n'a pas plus de questions et vu qu'on est à peu près bien dans le timing, je vais vous laisser et puis espérer que voilà, vous pourrez. Ah, si on a une question. Alors, suite aux nouvelles normes RGPD et la possibilité de refuser les cookies, quelles solutions existent pour pallier aux données manquantes? C'est un gros souci. C'est effectivement un gros souci que se posent nos clients. On avait fait plusieurs webinaires sur les solutions d'acceptation de cookies et puis c'est des sujets qu'on fait pas mal aussi, qu'on traite beaucoup. On a des articles aussi qui traitent de ça. Les dernières normes, et en particulier les normes sur l'analytique, parce que je suppose que c'est ce qui concerne la question, font qu'effectivement, ça rend compliqué les choses. Là-dessus, on va avoir trois grandes solutions. La première, c'est de faire une espèce de première page de tunnel sur laquelle, quand vous arrivez, vous allez demander à l'utilisateur de d'abord accepter les cookies. Ce que vous voyez sortir de plus en plus, là, par exemple, sur les sites de presse. Si vous refusez la publicité, vous allez avoir des sites qui vont vous dire vous refusez les cookies publicitaires, dans ce cas-là, le contenu est payant. Voilà, donc d'avoir une première page qui, en gros, va venir dire vous devez d'abord accepter les cookies, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans le site. Attention à ça, une page de tunnel comme ça veut dire aussi souvent un taux de rebond important, parce que les gens qui vont arriver sur ce genre de page s'attendent à arriver sur du contenu et sont des fois un peu déçus sur ce genre de sujet. Donc, c'est pas facile. Voilà, donc cette notion de tunnel, elle n'est pas simple à pouvoir mettre en place et elle peut prendre un risque de départ de vos utilisateurs. La deuxième solution, c'est de changer de solution d'analytique, donc d'avoir des solutions d'analytique qui sont validées par la partie RGPD. Alors, je ne vends pas forcément du rêve, parce que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser du Analytics ou du Google Analytics ou des solutions comme ça, ce n'est pas forcément des solutions aussi avancées ou potentiellement plus coûteuses, parce qu'Analytics est gratuit, donc forcément, c'est toujours intéressant. Mais il existe des solutions, Matomo, par exemple, qui est une solution française, qui a été validée par la CNIL, ou Xiti, qui est une solution plus complète, qui va plus ressembler à Analytics, mais qui est payante, et qui peut aussi vous permettre d'être en conformité par rapport à la réglementation sur la RGPD. Et puis, la dernière solution qui existe, c'est de se dire que vous vivez sans ces données-là et vous essayez de les projeter. On le voit, on a beaucoup de clients qui nous disent mais les gens ne cliquent pas sur accepter parce qu'en fait, les gens ne s'intéressent pas forcément à ça. Si le bandeau il est un peu petit, un peu en bas de page, ils ne cliquent pas et on les voit quand on fait de l'analyse comportementale. On voit les utilisateurs qui gardent le bandeau sur toutes les pages. Et donc, voilà, vous pouvez après les laisser comme ça. Mais ça suppose d'avoir des projections sur les données et donc de vous dire je vais me dire que les 10% de trafic ou les 20% ou 30% de trafic qui correspondent à ça, je vais les multiplier par 3 parce que je sais que cette donnée-là, elle est à peu près bonne. Et voilà. Mais c'est sûr que quand on fait du e-commerce, se priver de la notion d'analytique, c'est un petit peu s'arracher un bras. Donc voilà, souvent nos clients vont choisir une des deux premières solutions sur cette partie-là. Mais effectivement, la réglementation sur les cookies ayant changé, maintenant, on ne peut plus faire du tracking anonyme et donc il est nécessaire de se mettre en conformité et d'aller vers une autre solution. Voilà. On espère que peut-être ils sortiront des solutions concurrentes à Google Analytics, mais aussi performantes et gratuites. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de solution aussi performante. Enfin, c'est soit bien performant comme Xiti, soit moins performant et gratuit. Donc, il faut un peu choisir son camp, ce n'est pas toujours évident. Et la notion du tunnel d'arrivée ou de bloquer l'accès à des contenus, quand on est sur du e-commerce et qu'on se dit qu'on est en train de perdre du trafic, c'est toujours difficile. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte. On n'a pas forcément de contraintes horaires, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si on n'a pas d'autres questions, on va vous laisser
reprendre vos activités classiques. Et n'hésitez pas, voilà, je vous dis, si vous avez des retours à faire sur à la fois la manière dont ça s'est déroulé ou le sujet ou autre, n'hésitez pas à envoyer un mail pour qu'on puisse ajuster pour une prochaine présentation, ou en tout cas venir compléter si jamais il y avait des sujets qui vous paraissaient pas forcément être suffisamment avancés et qu'on puisse compléter les choses. Je vous remercie beaucoup et puis bah, on va arrêter la partie webinar. Merci beaucoup.